Voilà, on est tout bon pour ce soir. Alazar, je te mets le son. Vas-y, communique avec nous. Bonsoir. Le son me paraît tout à fait excellent. Nickel. Alors, première chose que je voulais faire, parce que il m'a contacté, je voulais remercier Pierre parce qu'il s'est proposé pour ce soir. Il savait pas que tu venais parce que le planning était vide. Ce soir, c'est juste que je le mets à jour tous les dimanches et je crois que tu m'as prévenu lundi que tu venais ce soir, je crois, hein. Ou dimanche alors que c'était passé, dans tous les Ouais. cas, c'était un peu tard. Oh non, non, mais c'est pas un souci. Mais du coup, j'ai pas mis à jour le planning, donc je voulais le remercier parce qu'il s'est proposé pour ce soir en dernière minute. Et du coup, j'ai dû lui signifier une fin de non-recevoir. Donc voilà, le pauvre était fort déçu. Donc, comme d'habitude, je t'avais dit, je vais me permettre une petite introduction parce que je pense que c'est pas mal pour mettre un peu les formes et puis mettre les intervenants dans de bonnes dispositions. Alors, bien entendu, je te remercie avant tout. Euh, c'est toujours un plaisir d'accueillir les gens dans les réceptions. C'est toujours, j'allais dire un honneur, peut-être pas, mais voilà, la sensation gratifiante d'avoir des gens qui viennent sans contrepartie pour le plaisir de partager tout et n'importe quoi. Voilà, gratifiant, c'est pas l'ego, hein, mais au sens du but de la chaîne qui était avant tout le partage de tout ce qu'on peut partager et tout ce que les gens ont envie de partager, donc c'est cool. Donc avant de plonger dans le vif du sujet, c'était prévu dans 2 semaines à la base, donc t'as bossé vite et bien, donc tant mieux. Après, comme je t'ai dit, je pense pas qu'on le fera en une session. Je pense que le sujet est assez propice aux divagations. Oui. Voilà, en plus il y a beaucoup, comme je t'ai dit, d'illustrations. Je pense qu'on est au moins parti pour 2 sessions. En tout cas, on arrêtera ce soir vers 22h30, 23h maximum. Ce qui est très bien comme ça, on va se débrouiller de toute façon. Alors, je pense qu'il est nécessaire de dire en 2 mots, je te laisserai développer peut-être par la suite la chose, mais je pense qu'il est nécessaire de dire que Kaiser Reich, dont on parle, c'est pas que, mais c'est sans doute la chose pour laquelle c'est le plus connu, c'est un mode pour le jeu Hearts of Iron 4. Alors, c'est un mode qui était déjà présent sur les précédents, mais moi je ne connaissais pas du tout. C'est le jeu vidéo, tu sais, c'est comme rentrer dans un club de cinéphiles parce que tu as vu quelques films et là tu te rends compte de en fait, l'ampleur de ce que tu as surtout pas connu. Moi, c'est un peu comme ça pour le jeu vidéo. J'avais l'impression de connaître plein de trucs parce que je fréquentais des milieux où personne n'en avait rien à foutre. En fait, j'y connais rien. Donc, pourquoi je dis ça, c'est parce que je savais pas que le mode existait avant de jouer à Hearts of Iron 4. Donc, du coup, je suis pas non plus hyper pertinent sur le sujet. J'y ai joué, hein. Pas beaucoup, j'y ai joué un peu il y a longtemps. J'ai pas joué à Hearts of Iron 4 depuis très très longtemps, mais j'y ai joué un petit peu au mode et je trouvais que c'était à l'époque un travail assez bien foutu d'histoire alternative. Enfin, du chrony, pardon, parce que l'histoire alternative, c'est un anglicisme malheureux. Donc j'imagine qu'ils ont dû Oh, pourquoi pas? l'améliorer. Pourquoi pas, hein? Oui, effectivement, c'est un travail monstrueux, que je vais un petit peu présenter, en préambule. Ok, nickel. Bon voilà, le mode a après des défauts et des qualités du jeu, peu importe, mais c'est vrai que l'univers était assez bien foutu pour que, dans mes souvenirs, tu te poses plus trop la question de l'immersion assez rapidement, quoi. Euh, mais voilà, je voulais dire ce que c'était déjà et puis développer en 2 mots ma connaissance du sujet parce que ça explique pourquoi j'interviendrai ou pas selon ce que tu dis, parce que j'ai pas non plus une connaissance exhaustive de la chose. Et alors, première question qui se pose, que je pose aux intervenants quand j'y pense, mais comme j'ai eu Skiros et Idaros la dernière fois qui sont venus 12 sessions, du coup je leur ai posé au début. Mais alors pourquoi ce sujet-là? Bah, parce que alors déjà, je suis un joueur de Hearts of Iron 4 et là où le jeu de base, m'emmerde, on va dire concrètement, Kaiser Reich est, suffisamment riche et intéressant pour justement me motiver à retourner de temps en temps sur le jeu. Et vu que c'est un univers que je trouve, à mon sens, fascinant, quand bien même, qu'il est un peu, déprimant d'un point de vue français, mais bon, c'est une question de choix. Hem, c'est parce que je me suis plongé dedans, dans certaines de ses mécaniques, son histoire, comment il a évolué et j'ai trouvé que c'était un parti pris très intéressant, surtout dans son approche. Alors quand même, je vais essayer un peu de la critiquer si on a le temps, mais Ah, de on le comment fera, on le l'histoire fera. alternative est initiée. On le fera parce que le principe
de l'Uchronie est de toute façon critiquable. Même si, parce que j'ai quand même travaillé un peu, j'ai aussi fait ma conclusion, je pense que mais ça on en parlera à la fin, on verra tout ça. Je développe pas ce que je vais dire, on en discutera. Ok, bah écoute, avant que je te relaisse la parole cette fois définitivement, peut-être ce qui serait bien, ce que tu comptais d'ailleurs peut-être faire, mais je l'ai pas vu dans la trame, c'est peut-être de présenter la forme que va prendre ta restitution pour savoir un peu où on va et c'est-à-dire quel angle tu vas choisir, histoire de resituer un peu les choses pour les gens qui soit ne connaîtraient pas du tout, soit qui jouent un peu sans peut-être avoir fait trop attention à l'environnement uchronique du jeu, puis voir un peu ce que tu vas nous dire. Et puis, comme je t'ai dit, il faudra aussi me dire quand mettre les images. Ça, c'est accessoire, c'est complètement autre chose. Mais peut-être effectivement présenter. Alors, je te dis, hein, si tu comptais le faire, c'est ce que je dis est nul et non avenu, mais me dire un petit peu sur quoi on va s'orienter dans le cadre de cette restitution-là. Bah, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais ajouter quelques détails pour la présentation du mode, même si l'essentiel a été dit. Heu, Ensuite, je vais faire un petit peu de contexte, vu que là, ce soir, ce que je vais essayer de présenter, c'est le cœur des changements qui font diverger ce monde, on va dire, du nôtre. À savoir les événements de la Grande Guerre. Je préfère parler de Grande Guerre plutôt que de Première Guerre mondiale. Bon, choix personnel, qu'importe. Bah oui, puis Heu, dans le cadre de Hearts of Iron, ça paraît logique puisqu'on commence en 36. Donc effectivement, parler de oui, Première Guerre mondiale suppose qu'il y en ait eu une deuxième. Or, elle n'est pas encore arrivée ou elle n'arrivera pas selon les choix du joueur peut-être. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus logique, ouais, effectivement. c'est ça. Malheureusement, cette guerre, comme la deuxième chez nous, a été plus ou moins rendue inévitable, mais elle arrive pas au même moment, pas pour les mêmes raisons, évidemment. Heu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord un petit contexte, pré-Grande Guerre. Donc pendant longtemps, on va être, enfin longtemps, en termes d'événements, sur la trame de notre histoire et quand on arrivera au point de divergence, heu je le préciserai évidemment et j'irai un peu plus dans le détail. J'espère que ça fera pas trop, liste d'événements, ce sera pas trop chiant, heu, C'est pas mais grave. il faut à mon sens passer par là, une petite piqûre de rappel sur un événement, de notre histoire, ne serait-ce que partiellement, ça fait jamais de mal. Surtout en ce jour, ou ce lendemain plutôt. Ouais, ce lendemain, exactement, ouais, tout à fait, ça tombe très bien. Non, non, mais t'en fais pas pour la forme qu'elle prendra, on fait ce qu'on peut, les gens font des choix, après, si c'est bon ou si c'est pas bon, entre guillemets, chacun juge, hein, on aura tous une opinion différente, mais non, non, t'en fais pas sur ça. Ok, bah écoute, très bien. Et bah sur ce, je te laisse commencer, et puis comme d'habitude, si j'ai des choses à dire, j'interviendrai. Et si j'ai rien à dire, c'est que je t'écoute. Donc ne t'en fais pas, je suis là. Salut Pas de Dergos. problème. Salut ma poule. Bonsoir. Donc si tu l'as pas déjà mis, je t'invite à mettre l'image 1, logo Oui, oui, pour, il y a. d'accord. Donc, comme vous pouvez le voir au logo, le nom du mode, c'est, comme on l'a dit, Kaiserreich, donc qui est le nom, si je ne m'abuse, qui est le nom du régime, de manière générale, du, 2e empire allemand, hein, on peut dire ça comme ça. C'est le nom de l'Empire allemand, c'est Donc le Deutsches Kaiserreich, oui, tout à fait. ouais, c'est ça. Sous-titré, Legacy of the Weltkrieg, donc l'héritage de la guerre mondiale en allemand. Parce que, le mode commence en 1936, il est héritier de cette situation post-guerre. Donc bon, donc ce mode, comme ça a été dit, c'est un mode assez ancien qui date de 2002, hein, de l'époque de Hearts of Iron 2, qui a été développé par un utilisateur qui s'appelait Sarmatia 1871, qui à la base partait sur un truc assez différent, c'est-à-dire qu'il il s'est juste dit, je vais faire un mode avec les Russes blancs qui ont gagné la guerre civile russe. Voilà. Et à partir de là, Ah, il n'y a tu pas me eu d'autre changement. flattes, là ça me titille ce que tu dis là. Ah, ouais, c'est l'un des grands changements de ce monde. Il a décidé au cours de l'année de développer et de partir sur quelque chose d'un peu plus ambitieux et plus large, avec entre autres un changement de nom pour passer à Kaiserreich Legacy of the Weltkrieg, et en prenant le parti, non pas, chose incroyablement originale, de faire gagner l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, mais de la faire gagner pendant la Première, et d'avoir tout un tas d'autres changements.
notamment avoir l'idéologie du syndicalisme, ou syndicalisme révolutionnaire, qui a réellement existé, hein, évidemment, qui supplante le communisme comme idéologie dominante de la gauche extrême radicale, on va dire ça, euh, et la présence d'une guerre civile multipartite aux États-Unis. Donc ça, c'est l'un des événements majeurs du jeu, c'est la deuxième guerre civile états-unienne. Mais bon, il n'y aura pas en question ce soir. Et à partir de là, là où le développeur original s'est retiré pour faire ses études, hein, comme quelqu'un de sérieux, on va dire, qui ne se laisse pas engloutir par le jeu vidéo, eh bien, il a refilé le bébé à tout un tas de bénévoles, on va dire ça comme ça, qui ont continué de développer le jeu. Et aujourd'hui, on est sur un projet qui est, pour un jeu vidéo, et des gens qui ne sont pas payés a priori, d'assez garantie, vu qu'on a des équipes qui bossent sur les différentes régions du monde pour apporter des approfondissements mécaniques, historiques, pour rendre ce monde le plus crédible possible. Bah, je pense que ça fait partie des plus grands modes jamais développés sur un jeu, hein, en général, hein, à mon avis. Je peux me tromper, mais je Oui. pense que ça fait partie quand même des plus connus et des plus, comment dirais-je, et appréciés des joueurs, quoi, à juste titre, pour le travail qui a été fait. C'est quand même une refonte totale et absolue d'un jeu. Ça court pas les rues non plus, hein. C'est ça, oui. Il est au sommet, on va dire, de la pile des histoires alternatives sur l'époque, on va dire, Seconde Guerre mondiale, avec d'autres, Führer Reich, euh, The New Order, Ah oui, Last Day of Europe, exact, ce genre ouais, de je me choses. souviens de certains trucs. Ouais, ouais, t'as raison, ça me parle, ouais. Führer Reich, c'est un peu le sous-Kaiser Reich, on va dire. Mais bon. Et il y a il y a Kaiser Redux aussi, qui est une version beaucoup plus fantasque de Kaiser Reich, mais qui prend place dans le même contexte. Bah, bref. Et aujourd'hui, le mode, il est présent sur principalement Earth of Iron 4 et Darkest Tower. Donc il est toujours en développement, je crois, toujours en mise à jour sur Darkest Tower. Et évidemment, son principal support, Earth of Iron 4. Donc, je t'invite à faire, oui, à placer, mettre l'image 2.1, s'il te plaît. Donc le monde en 1936, pour qu'on voit un petit peu à quel point ce monde est changé. On va pas y rester très longtemps, mais pour se figurer un petit peu quelle est à quoi il ressemble. Oui, quel est l'ordre du monde et peut-être quels sont les camps, les changements, enfin, les changements territoriaux, peut-être qu'on les abordera par la suite au cours du développement. Mais oui, effectivement, nous présenter C'est ça. quel est l'état du monde en 1936 selon Kaiser Reich, ouais. C'est ça. Donc là, ce que vous voyez sur la carte, c'est les ensembles d'alliances. En bleu, l'Entente. En rouge, la troisième internationale. En noir-gris, la Mittel Europa, c'est plus subtil que ça. Et en vert, la Chine, qui est un joyeux bordel. Donc en 36, vous voyez que l'Entente, elle a une drôle de gueule. Hein, et que cette bonne vieille France et ce bon vieux Royaume-Uni, qui a au passage perdu l'Irlande du Nord, sont dans la troisième internationale. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des révolutions et le monde en a été gravement changé. Toute l'Afrique centrale, vous pouvez voir, est englobée dans cette gigantesque fédération coloniale qui est la Mittel Africa, sous drapeau allemand. Et on a, on a eu un éclatement partiel de l'empire colonial britannique, une absorption partielle du français, on y reviendra. Oui, Et en fait, le monde se dirige vers... Un Commonwealth qui n'existe plus aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Le Commonwealth existe plus ou moins toujours, mais sous une autre forme. Et vu que le Royaume-Uni n'existe plus formellement, en fait, la famille royale britannique s'est réfugiée au Canada, la prise sur les dominions est devenue beaucoup plus lâche et ils ont acquis beaucoup d'autonomie. C'est le bordel en Inde, c'est le bordel en Chine, mais les changements sont importants surtout en Europe, parce que, entre autres, on n'a pas d'Union soviétique, point important, et on a une Allemagne qui est toujours belle, grande et rayonnante, et une France qui est toujours privée de sa bonne vieille Alsace-Moselle, et qui a même perdu plus au passage. Et en gros, le monde se dirige vers un nouvel affrontement, un nouvel embrasement,
surtout entre la Troisième Internationale qui, en 1936, en fait, ne comporte que la France et la Bretagne. Pas la Bretagne française, mais la Bretagne britannique. Et les autres pays en rouge sont des pays qui sont affiliés parce que leur gouvernement est aligné sur le syndicalisme, en fait. Avec des variantes à chaque fois, mais on va pas rentrer dans le détail là-dedans. Donc seule la France et la Bretagne sont dans l'international. Dans l'entente, tous les pays qui sont en bleu sont dans l'entente, à l'exception de l'Inde, qui est le dominion d'Inde, qui n'est pas formellement dans l'entente, mais qui peut y rentrer si jamais il remporte la guerre civile indienne. Et en Europe, la Mittel Europa, qui est le nom de l'Union économique, ou Alliance économique, mis en place par l'Allemagne après la Grande Guerre, pour asseoir sa domination. À cette union économique, qui a une monnaie commune, entre autres, qui a un projet de développement de tout ça, très similaire à notre bonne vieille Union européenne, hein, bien sûr. Peut-être pas aussi bureaucratique, mais on peut leur souhaiter. Bon, quoique, vu la tendance allemande à la paperasse, c'est pas sûr. Et donc, on a au sein de cette Mitteleuropa une alliance militaire qui est le Reichspakt, qui ne comprend que la Belgique, renommée Flandre-Wallonie, l'Allemagne, le Royaume de Pologne, Royaume de Lituanie, Duché de la Baltique unie, la Biélorussie, aussi appelée Ruthénie blanche, et l'Ukraine. Alors j'interromps juste une seconde pour Idaros. Bah en fait parce qu'il précise que, ou en tout cas il se questionne sur le fait que les devs ont pas pu faire l'impasse sur la deuxième guerre mondiale vu les mécaniques d'Earth of Iron 4 et la temporalité dans laquelle elle se place. C'est quand même improbable de faire l'impasse dessus. Après dans Earth of Iron 4 même le jeu vanilla comme on dit, le jeu de base. Bah, si on a envie, j'imagine qu'il est possible d'éviter, si on joue l'Allemagne, d'éviter peut-être une seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, on peut se démerder, j'imagine. Je sais plus, j'ai plus le souvenir, mais Ouais. c'est difficile de faire l'impasse en 36 sur les événements à venir. C'est un peu le but du jeu à la base de créer un conflit qui soit un conflit mondial, quoi. Dans le jeu de base, c'est possible de l'éviter tel qu'on la connaît, hein. L'Allemagne peut basculer démocratique et se tourner pour aller fracasser l'Union soviétique. L'Union soviétique peut même peut s'échapper du communisme pour revenir à l'Empire, ce genre de choses. Ça peut être le bordel, On, et très différent. on sera d'accord que le jeu a pas trop d'intérêt si on n'y fait pas la guerre. Ah bah oui, Tu exact, vois, oui, oui. c'est là où, à la limite, un Crusader Kings ou même un Europa Universalis peut avoir un petit intérêt si on fait pas des guerres toutes les. Enfin bon, voilà, c'est sur une temporalité Mhm. complètement différente, mais là, sur 10 ans, si on fait pas de guerre, je vois pas trop ce qu'on fait dans Hearts of Iron. Hein. On se fait chier, quoi. Ah, c'est ça, c'est l'une des faiblesses du jeu, hein, entre autres, c'est que c'est vraiment centré sur la guerre, à l'inverse de Europa et de Crusader, où t'as plus d'aspect politique, un aspect de simulation, on va dire, vraiment politique, plutôt que juste militaire. Donc voilà pour à peu près le topo en 36. Je vais passer enfin au contexte pré-guerre, donc je t'invite à mettre la 2.2, le monde en 1914. Donc bon, je pense que tout le monde est à peu près familier avec le contexte Première Guerre mondiale, ne serait-ce qu'en termes de frontières et tout ça. Mais en gros, on a deux ensembles d'alliances qui vont se faire face. Les puissances centrales, anciennement, jusqu'à ce que l'Italie se retourne, Triple Alliance, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, théoriquement l'Italie. Plus tard, la Bulgarie, l'Empire ottoman et, dans cette ligne temporelle, le Siam. Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, le Siam, dans la vraie histoire, a basculé en 17 du côté de la triple entente, enfin de l'entente. Il est pas certain. Enfin, ça a l'air d'être une copie conforme, mais inversée de ce qui se passe dans la réalité historique pour le Siam. Ceci étant dit, bon, le Siam, bon, voilà Le quoi. Siam, en fait, le Siam va profiter de la faiblesse et de l'effondrement français pour se taper un bout de l'Indochine, Oui, du oui, Cambodge oui, oui. précisément. Ouais, mais enfin voilà, ça a l'air d'être l'exact contraire de ce qu'ils ont fait dans la réalité, puisqu'ils sont rentrés en guerre en 17, mais du côté de l'entente. Voilà. Bah, ils vont pas être le seul pays à ne pas rentrer en guerre, ou à changer de camp. Et du côté de l'entente, ou triple entente, on a la France, la Russie et le Royaume-Uni, dont l'intégration n'est pas assurée et qui dépendra de la neutralité belge. La Belgique, la Serbie, la Grèce, plus tard, la Roumanie, l'Italie qui va changer de camp, ce sera la première fois, le Japon et le Portugal. Voilà.
pour celle-ci. Donc ce qui précède la guerre, c'est évidemment tout un tas de tensions territoriales et des volontés nationales. Du côté français, la volonté de récupérer l'Alsace-Moselle à l'Allemagne. Du côté allemand, la volonté d'étendre sa place au soleil. Hein, du côté des colonies. La pression aussi de perdre l'avantage relatif, le relatif avantage technologique qu'ils ont dans le domaine maritime jusqu'alors par rapport aux Britanniques, dont ils contestent la domination maritime. On a aussi les Serbes qui, eux, veulent unifier les Slaves du Sud, à l'exception des Bulgares, donc avec le rêve de la Yougoslavie. Les ambitions balkaniques de la Bulgarie, qui sont déjà confrontés à leurs voisins balkaniques Ah bah 2 fois, oui. dans la deuxième guerre des Balkans où Ah ils se oui, sont fait oui. massacrer. Mm. Et les revendications roumaines sur la Transylvanie, sur les territoires du royaume d'Hongrie, les volontés irrédentistes italiennes, qui concernent surtout l'Autriche-Hongrie, et les côtes adriatiques, les volontés japonaises, en Orient notamment, qui lorgnent sur les possessions allemandes, notamment de Tsingtao, et comme je l'ai dit, les volontés allemandes elles-mêmes, et la peur de l'encerclement et d'une guerre dont la perspective victoire s'éloignerait si jamais ils ne sautaient pas sur les occasions qui se présentent. Donc, avec ça, on embarque dans le train des événements, avec ce qui va tout déclencher. En 1914, le 28 juin, pardon, on a Franz Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, qui, à Sarajevo, se fait assassiner, avec sa femme, par Gavrilo Principe, membre de Jeune Bosnie, a priori ça dit rien, Ah si, mais qui est si. lié à l'organisation de la Main Noire. On en parlera l'an prochain de Bien Jeune sûr, Bosnie, puisqu'on parlera d'un auteur qui en a fait partie de Ah, Jeune Bosnie. On parlera d'Ivo Andrić. ah. Et donc, la Main Noire, et par extension Jeune Bosnie, eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre fin à la domination autrichienne, austro-hongroise, qu'importe, dans les Balkans, et l'unification plus ou moins des Slaves du Sud, pour donner naissance vraiment à une espèce d'élan ça s'inscrit dans le panslavisme, je pense, mais de manière locale, Non, mais ça plutôt le yougoslavisme. ça s'inscrit effectivement dans le panslavisme, mais aussi dans l'aspect d'un nationalisme serbe, entre guillemets, dominateur. Quoi. Mais oui, oui, on est dans Ouais. une optique panslave. Ouais, ça, depuis, ça fait à cette époque-là déjà une cinquantaine d'années que ça a commencé. Ouais. Ouais. Et donc, suite à l'assassinat de Franz Ferdinand, alors oui, les noms, je vais les garder plus ou moins dans leur langue d'origine, hein, je préfère ça. Bon voilà, vite fait. Et donc à peu près un mois plus tard, après beaucoup de tergiversations, des préparations austro-hongroises, on va avoir le 23 juillet l'ultimatum des 10 points qui va être soumis à la Serbie. En gros, autoriser des enquêtes, la répression des mouvements anti-autrichiens dans le pays, et plusieurs autres points. La Serbie va accepter tous les points pour être accommodant, sauf ceux qui devraient remettre en question sa souveraineté. Bon, il ne va pas en falloir plus pour que l'Autriche-Hongrie lui déclare la guerre, le 28 juillet. Poussé par l'Allemagne, En hein. réaction, Enfin poussé par le Deuxième Reich, hein, oui, précisons-le, parce que tout seuls, ils n'étaient pas prêts de partir. c'est ça, oui. Ils ont reçu, Franz Joseph a reçu le soutien tacite de l'Allemagne pour aller en guerre si jamais il y avait d'autres joyeux lurons qui se joignaient à la partie, Voilà. il serait pas tout seul. Et donc, on se retrouve le 28 juillet avec la déclaration de guerre, la première, qui va mener à la première invasion de la Serbie par l'Autriche-Hongrie. Le 30, la Russie, en bonne protectrice des Slaves, va ordonner une mobilisation partielle et ordonner à l'Autriche d'arrêter son attaque. Ouais, ça va quand même continuer. Face à cette mobilisation, l'Allemagne va demander à la Russie et la France d'arrêter de mobiliser, parce que la France aussi commence à s'activer. Ça chauffe.
Et voyant que ça continue, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août, à la France le 3 août. Et le lendemain, le 4, l'Allemagne pénètre dans le Luxembourg, la Belgique. Le Royaume-Uni déclare la guerre face à la violation de la neutralité belge. C'est le début du plan Schlieffen, c'est le début de l'embrasement mondial. Donc, comme je l'ai dit, la première invasion de la Serbie par l'Autriche-Hongrie va durer jusqu'au 15 décembre, où ils vont tenter de pénétrer le territoire serbe. Du côté russe, durant le mois d'août, donc très peu de temps après la déclaration de guerre, les Allemands, qui sont tournés surtout vers la France pour la sortir rapidement de la guerre, se retrouvent face à une mobilisation rapide des Russes, qui va en amener à l'invasion partielle de la Prusse orientale et à la fameuse bataille de Tattenberg, où les Russes... Donc je t'invite à mettre là l'image 7, donc la bataille de Tannenberg, où en gros les Russes, en 2 armées, ils Attends, sont 2 parce fois que. plus nombreux que les Allemands, Ah voilà, ouais, ok, et c'est en, bon, je l'ai. ouais. Et en 2 armées, ils veulent prendre la Prusse orientale et Königsberg, sauf que vu qu'ils sont séparés en deux, là-bas c'est Hindenburg et Ludendorff qui commandent. Ils vont décider de concentrer les forces sur l'une des armées pour la défaire, puis ensuite de battre l'autre. Pas ça, comment il Et ils s'appelait? vont... Samsonov et Rennenkampf, si je ne dis pas de bêtises, côté russe. il me Euh, semble que c'est ça, ouais. et Rennenkampf qui se suicide à l'issue de la bataille. Non, mais En même temps, vu le désastre. Oui, bien sûr, non, mais c'est rigolo parce qu'on est toujours dans ces. Tu sais, Rennenkampf, voilà, vu son nom, on est toujours dans ces À Allemands de la Malte, probablement. Baltique au service de la Russie. Ouais, c'est ça, un peu douce ironie. Et donc les Russes vont se faire éclater à Tannenberg, qui a porté ce nom surtout pour faire une référence à la fameuse bataille du XVe siècle, où c'est les Prussiens, on va dire ça Les Teutoniques. comme ça, de l'ordre teutonique, qui se sont fait Ouais, dégommer tout à fait. par les Polonais et les Lituaniens. Donc voilà, avec ça, euh, et aussi la bataille des lacs de Mazuri, si je ne dis pas de bêtises, l'avancée russe en Prusse orientale est arrêtée. Ils perdent énormément de troupes et ça douche assez vite les espoirs russes de pouvoir neutraliser l'Allemagne assez rapidement. Dans le même temps, en août, on a l'entrée en guerre du Japon qui se joint assez rapidement à la partie. Je rappelle que le Japon à l'époque est allié au Royaume-Uni, au moins dans une alliance défensive. Bon, ils n'ont pas été impliqués dans la guerre russo-japonaise de 1805 pour des raisons un peu autres. Voilà. En septembre, donc l'image 8, s'il te plaît, campagne de Galicie, on a les Russes qui poussent cette fois-ci contre les Austro-Hongrois en Galicie, donc la partie aujourd'hui, on va dire, rattachée à l'Ukraine et à la Pologne de l'Autriche-Hongrie. Ils font des gains, ils arrivent à tabasser les Austro-Hongrois. Ouais, et figure-toi que Bon, en même temps, c'est pas. on parlera en début d'année prochaine d'une des raisons de la défaite initiale de l'Autriche-Hongrie, qui tient à l'espionnage et l'homosexualité, qui sont deux choses qui vont très bien ensemble, mais on parlera de la cause de cette défaite dans l'entrée en guerre face aux Russes. Mais bon, bref, peu importe, c'était le petit aparté, mais tout est lié, voilà. Ah, effectivement, les relations intimes sont souvent liées en espionnage. Ah, tout à fait. En l'occurrence, on parlera du colonel Riddle. Bref, peu importe. Et donc, bon, avec ça, on a ce qui s'appelle la bataille de Galicie, où les Russes parviennent à prendre quasiment l'intégralité de la Galicie austro-hongroise. Mais en face, c'est les Allemands qui ripostent et qui parviennent à pénétrer dans la Pologne russe, avec la bataille de Lodz, qu'ils remportent. Donc les Russes poussent d'un côté et perdent d'un autre. Ça va souvent être ça, hein. Les Russes vont réussir à globalement bien saquer les Austro-Hongrois, mais les Allemands vont être beaucoup plus durs à casser pour le front de l'Est. Ensuite, je t'invite à mettre l'image 5, bataille de la Marne, parce que c'est sur ça qu'on arrive aussi en septembre. Du 5 au 14,
septembre, les Allemands arrivent au terme du plan Schlieffen, qui échoue. Ils n'ont pas pris Paris, suite à tout un tas de décisions stratégiques. Voilà, ils ont plus ou moins changé les plans. Et le commandement français décide de les repousser le long plus ou moins de la Marne. Et les forts allemands là s'arrêtent. Les armées allemandes épuisées par leur avancée de 500 km quand même en très peu de temps manquent de se faire flanquer et isoler. Et donc le commandement ordonne une retraite sur des positions plus faciles à défendre. Et avec ça, on va avoir toute la contre-attaque et tout ça qui va amener à la stabilisation du front, qu'on voit avec l'image 6, donc la stabilisation du front de l'Ouest, avec à la suite de toute la fameuse course à la mer où Allemands et Franco-Britanniques vont tenter de déborder le camp d'en face, sans y parvenir, et finissant sur les rivages de la mer du Nord, et parvenant à conserver une petite partie de la Belgique sous contrôle allié. Donc avec ça, le 29 octobre, dernier événement marquant de 1914, c'est l'entrée en guerre des Ottomans. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un événement assez tragique, surtout pour les Russes, parce que ça veut dire que le ravitaillement allié ne peut plus passer par les Dardanelles, et les Russes vont bien le sentir passer, parce qu'ils étaient approvisionnés entre autres par leurs alliés de l'entente en armes et aussi partiellement en nourriture. Et ça va être l'une des causes de la dégradation du front russe qui va venir. En plus de rajouter un front aux Russes avec le front du Caucase, et la menace des positions britanniques du Koweït et de l'Égypte par justement les Ottomans. Donc l'année 1915, elle, va commencer assez fort aussi, avec en février la bataille des lacs de Mazuri, donc la deuxième bataille des lacs de Mazuri, du 7 au 28 février, qui vont voir l'expulsion définitive des Russes de la Prusse orientale. Donc ils vont se faire, comme je l'ai dit, ils vont se faire battre. Et ça va marquer vraiment le début d'un lent recul pour les Russes sur le front de l'Est, mais qui vont pas faire juste que se prendre des coups. Ça va être, ils vont plus résister qu'on ne le croit en général. À partir du 19, enfin du 17 ou 19, 17 c'est le début des opérations et 19 c'est le débarquement. Donc jusqu'en janvier 1916, on va avoir la fameuse expédition de Gallipoli, où Français, Britanniques, alors quand je dis Britannique, j'entends tout le Commonwealth, je m'ennuie pas à parler de Canadiens, d'Anzac et tout ça, et d'Indiens. Donc voilà, je regroupe. Et vont aller joyeusement se tartiner contre les Ottomans dans le détroit des Dardanelles. Donc je t'invite à mettre, si tu veux, la 9.1 ou la 9.2. Mais je veux. Qui montre la première, un aperçu de la flotte alliée dans les Dardanelles. Et l'autre, une représentation des débarquements. Alors bon, si vous ne l'avez pas vu, il y a la foire aux livres de Pépé sur le front d'Orient qui en parle, partiellement. Donc ça s'y penche plus en détail, les raisons de l'échec, et pourquoi c'était sur le papier une bonne idée, mais tactiquement c'était une grosse idée de merde. Et ça va bien se solder par un échec d'ailleurs. Pour des pertes à peu près équivalentes tout de même si on enregistrera plus de pertes du côté allié. Ce qui est un miracle quand même, d'avoir réussi à infliger autant de pertes. Je crois qu'on est dans de l'ordre de au moins 200 000 pertes, donc morts et blessés du côté ottoman et 300 000 du côté allié. Pour un espace aussi petit, c'est assez impressionnant. Ah oui, c'est un charnier. Et le 22 de février, on a le début de la fameuse guerre sous-marine à outrance, déclenchée par l'Allemagne, qui a pas trop envie de risquer sa flotte de haute mer dans la Horsefleet, si je prononce bien, contre la marine britannique, qui est supérieure au moins en nombre, et qui a commencé évidemment aussitôt que la guerre a débuté, un blocus des côtes allemandes pour
lentement asphyxier le pays, le coupant du commerce international. Du 22 avril au 25 mai, ça va marquer la deuxième bataille d'Ypres, donc dans la fameuse partie de territoire belge conservée sous contrôle allié, où on voit la première utilisation des gaz de combat par les Allemands. Donc c'est un peu le début de l'enfumage, si on peut dire ça, du front de l'Ouest. Probablement aussi du front de l'Est. J'ai pas connaissance qu'il en ait utilisé, mais ça m'étonnerait pas. Ah si, ça me paraît, ça me paraît sûr. J'ai pas l'exemple là qui me vient en tête, mais je suis quasi sûr de l'avoir vu. Bah, je peux me tromper, mais quasi sûr d'avoir vu les soldats russes porteurs de masques à gaz et compagnie dans le cadre de certaines opérations, mais je peux me tromper. Bah, c'est une arme redoutable, hein, pourquoi s'en priver? Ouais, c'est une arme, oui, c'est ouais. Bon, à part pour des raisons humaines, bien sûr, mais la Convention de Genève est plus une suggestion qu'autre chose. Et donc, on a ensuite, le 23 mai, l'entrée en guerre de l'Italie. Je t'invite à mettre l'image 11, le front italien, où les Italiens vont lancer une série d'attaques contre les Austro-Hongrois dans les Alpes. Alors, les Italiens sont pas rentrés, n'ont pas honoré leur alliance avec les Allemands et les Austro-Hongrois pour diverses raisons, notamment le fait que leur alliance était surtout une alliance défensive, et que c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre. Alors tu sauras pour ta Donc ils culture, ont... juste en passant, que c'est l'Empire russe qui a de très loin perdu le plus de nombre, le plus d'hommes face au gaz. De très très loin, mais vraiment incomparable. Ah oui. Donc si, il y a eu utilisation massive par l'Allemagne et sans doute l'Autriche-Hongrie de gaz de combat contre les Russes, qui sans doute étaient encore moins préparés d'ailleurs à la chose. Mais bon. Bah oui. Et donc les Italiens qui rentrent en guerre, alors pour les raisons que j'ai évoquées, hein, la revendication iridescente, ils en ont sur la France, hein. Nice, qui a été annexé entre guillemets par référendum, partie de la Savoie, revendication sur la Corse, coloniale sur la Tunisie et tout ça. Mais bon les Autrichiens ils ont le 30, enfin le 31, oui c'est ça, c'est le 31. 31, tout à fait. 31 et Haute-Adige. Peuplé majoritairement d'ittalophones, enfin italiens même, hein, pas juste d'ittalophones. Ça se discute. Franchement, ça se discute. Ouais. Je sais pas si j'en parle. Je crois que j'évoque vite fait le sujet, mais encore aujourd'hui, au Sud-Tyrol et compagnie, le parti qui domine, c'est le Sud-Tyrol-Partei et les mecs qui s'appellent tous Hans van Gutberg et tout ce que tu veux. Non, il y a encore beaucoup de gens. Bah, tu sais. C'est le cas du, comment il s'appelle, je crois que c'est le champion italien de tennis là qui est originaire de là-bas, Yannick Sinner, je crois, hein. Je sais plus, mais il y en a encore beaucoup. Je regarde vite fait, j'aime bien faire, excuse-moi, des digressions. Il est né de Hans-Peter et Zinglinde Zinner. Donc des noms très italiens. Ouais. Non, il y en a encore beaucoup et il y a une majorité au Tyrol du Sud. Ouais. Donc, des revendications aussi sur l'Istrie, la région de Trieste, et toutes les revendications sur l'Adriatique, l'ancienne Dalmatie vénitienne, où ça avait dû être évoqué, je crois aussi, dans une fort livre de Pépé, où c'est surtout des Slaves qui ont appris l'italien par l'influence vénitienne, tout ça, plutôt que des véritables Italiens qui sont allés occuper la zone. Qu'on soit clair, la ville de... c'est quoi, c'est Trieste, si je dis pas de bêtises, était une ville italienne. Quasiment à 100%. Je pense que ça a pris une claque par la suite, si je dis pas de bêtises, mais le coin, oui, était complètement slave. Mais la ville était largement peuplée d'Italiens, je crois quasiment entièrement, quoi. Et je pense. De toute façon, c'est l'une des seules choses. C'est toujours en Italie, hein. Peut-être que je confonds avec une autre, mais ce Trieste est toujours en Italie. Mais ouais. ou alors ils vont perdre l'Istrie au profit de la Yougoslavie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ils vont conserver Trieste, effectivement. Et ils vont aussi perdre Zara, qui était le seul point, je crois, qu'ils avaient en Yougoslavie, et ils avaient un contentieux avec la ville de Fiume, en Slovénie ou Croatie d'aujourd'hui, je suis plus sûr. Mais bref. C'est Rijeka, c'est Rijeka aujourd'hui, Fiume, hein, donc c'est en Croatie. Ah oui.
Mais Ouais. ou alors je confonds avec justement Fiume, qui était une ville entièrement italienne, qui est redevenue. Enfin, peu importe. À la limite, c'est pas très grave. On comprend l'idée. On comprend l'idée. Mais aujourd'hui, c'est en Croatie. Hein, c'est Rijeka. Peu importe. Ouais, bah, soyez sûr, c'est pas aux Italiens. Et ça, ils l'ont eu un peu mauvaise pendant l'entre-deux-guerres. Euh, et donc, bah, les Italiens rentrent dans la guerre. Et eux, bah, leur seul front, c'est le front alpin, euh, qui porte un nom particulier. Je crois que c'est le front d'Isonzo ou Isonzo, ou un truc comme ça. Bien sûr, oui, Sonzo, tout Euh, à fait. ouais. Et où ils font des poussées originelles contre les Austro-Hongrois. Mais vu que le terrain, bah, c'est les Alpes, c'est dégueulasse. Et ben ils sont assez rapidement stoppés. Ça va devenir une guerre de position aussi sale, si ce n'est peut-être même plus vu le terrain que le front en Ah, France. les conditions sont très difficiles, ouais. Ouais. Et, euh, et donc bah, ils vont pas bouger jusqu'à la fameuse, enfin la fameuse bataille de Caporetto qui arrivera plus tard. Donc image 12 s'il te plaît. Oui. Du, euh, du 13 Alors juillet attends, au parce que 19 septembre. la Ouais. prochaine fois, C'est la grande retraite. mets-les-moi dans l'ordre, hein, parce que. Ah voilà, ok. Ah bah Non, c'est le mais 12, c'est image 12, ok. grande retraite Oui, russe. mais parce que 12, tu sais, tu m'as mis des 2 points, des machins, donc oui, ok. Bon, c'est la 15e image, mais oui, t'inquiète, t'en fais pas, c'est moi, excuse-moi. Ah oui. Donc du 13 juillet au 19 septembre, c'est ce qui a été appelé la Grande Retraite, pendant laquelle les Russes vont abandonner / perdre la Pologne, donc le royaume du Congrès de Pologne, pour se replier sur des lignes plus faciles à défendre. Alors c'est à la fois une fuite et une chasse, hein. Les Allemands leur rentrent dedans pour essayer de leur faire des encerclements, mais les Russes arrivent à s'en sortir. Bon, ils prennent quand même énormément cher dans cette opération, hein. Ils prennent près d'1 million de pertes. Euh, Pas moins de 200 000 morts, mais surtout beaucoup de disparus. Euh, Environ 400 000 disparus, je crois, et au moins autant de blessés. Contre bah, les puissances centrales qui prennent eux que 360 000 pertes. Donc c'est plus ou moins un gros désastre, mais au moins les Russes se mettent sur des positions plus faciles à défendre euh, et risquent moins des encerclements depuis la Prusse orientale et les Carpates. Et avec ça, ils vont commencer leurs opérations pour avoir à l'usure les Austro-Hongrois et les Allemands, en profitant en fait bah, de leur profondeur stratégique, grossièrement. Donc voilà, gros changement sur le front de l'Est. Ça restera assez stable hein, pendant à peu près toute la guerre, jusqu'à des changements sur l'arrière du front, on va dire. Oui, bah ça, oui. Donc, donc, après l'échec de la campagne de Gallipoli, enfin avant la fin totale de l'opération à Gallipoli, on va avoir l'entente qui va débarquer dès le 5 octobre à Salonique, en Grèce, pour se préparer à la fois, pour travailler un petit peu les Grecs, hein, pour essayer de les faire rentrer dans la guerre. Ce dont le roi est pas chaud, parce que c'est un roi d'origine allemande, alors que le Premier ministre Venizelos, lui, est plutôt pro-entente, ce qui va mener à une espèce de guerre civile hein, entre les pro-entente et pro-puissance centrale, un peu plus tard. Le 14 octobre, c'est l'entrée en guerre de la Bulgarie, et là, ça sonne la fin pour la Serbie. Parce que bah, vu qu'il y a un nouveau front qui s'ouvre, les Serbes doivent tenir le front bulgare en plus, et ils s'effondrent. Ils s'effondrent le 25 novembre, ça marque le début vraiment de la deuxième invasion de la Serbie. Les Austro-Hongrois poussent au nord, les Bulgares poussent à l'est. Et on a une grande retraite aussi, mais cette fois-ci serbe, où ils vont se replier plus ou moins en bon ordre. Ils vont quand même prendre très très cher. À travers l'Albanie neutre qui n'avait rien demandé, qui va se faire occuper son territoire euh, sans rentrer dans la guerre. À aucun moment je crois qu'elle va rentrer dans la guerre. Mais elle va servir de paillasson à ceux qui passent dans le coin. Euh, et les Serbes vont finir par se retrouver pour la plupart à Corfou, au terme de la retraite qui sera le 18 janvier 1916. Donc on a le premier membre de l'entente qui tombe, la Serbie, sous le coup de la Bulgarie et de l'Autriche-Hongrie.
Donc c'était l'image 13, si jamais tu veux la mettre. Ouais, Pour bien qu'on sûr, voit bien un sûr, petit bien sûr. peu l'évolution des lignes de front. Avec La Serbie, l'effondrement. la Serbie étant le vrai martyr de la Première Guerre mondiale, hein. Au niveau des pertes par rapport au nombre d'habitants, ils sont insurpassables. Ah ouais. Bah, c'est pas surprenant, hein. Ils ont pris de l'occupation militaire pendant le plus longtemps, et ils se sont battus comme des fous aussi. Ah oui, oui, bien sûr. Ah non, mais tout à fait, hein, c'est surtout pour ça, hein. Mais ouais, au niveau du bilan des pertes humaines, j'ai pas les chiffres en tête, mais on est en pourcentage, hein, j'entends du pays, il n'y a pas, y a pas au-dessus de la Serbie, j'en suis sûr à 97,4%. Mais voilà. Bon, on est à peu près sûr du coup. Donc image 14 s'il te plaît. Donc bataille de Verdun. Parce qu'en 1916, à partir du 21 février jusqu'au 18 décembre, ça va être la bataille de Verdun. Bon, les réelles intentions derrière la bataille de Verdun, j'imagine qu'on ne saura jamais. Mais ça aboutit à peut-être la bataille la plus connue de la Première Guerre mondiale, hein, avec la bataille de la Somme, Ah oui, côté bah non, mais britannique. Verdun, c'est le plus connu, c'est indépassable. C'est indépassable. C'est ça. Où les Allemands vont essayer de pousser dans la région de Verdun, qui est une région remplie de forts. Les Français qui vont se faire pousser d'abord vont réussir à contre-attaquer, à reprendre une partie du terrain qu'ils ont cédé. Mais finalement, la bataille se finit avec des pertes à peu près équivalentes des deux côtés. Euh, Même si la bataille voit des évolutions importantes, hein, notamment au niveau de l'aviation, et ça ne se conclut que sur une indécision, comme c'est Ça n'est beaucoup le pas la cas sur bataille le front de l'Ouest. décisive qu'auraient voulu les Allemands, effectivement. Ah, effectivement, ouais. Ni les Français, hein, il Bah n'y a nous, pas ils de. nous l'imposent, c'est différent. C'est différent, nous, ils nous Ouais, c'est l'imposent. ça. Eux cherchaient quand même la bataille décisive et de saigner à blanc l'armée française, c'était vraiment ce qui devait Ouais. nous faire craquer. Ouais, Von Falkenhayn, c'est apparemment ce qu'il aurait voulu. Bon, après, est-ce que c'est Est-ce vrai qu'on ou y est-ce que était? c'est une excuse a posteriori? Est-ce qu'on y Oui. était? Pas sûr. Bah, tu sais, à mon avis, c'est pas lancé non plus sur un coup de tête. Parce que Ah, bien sûr que il a non. dû réfléchir. C'est un Mais secteur, c'est un secteur important du front aussi. C'est un point plus ou moins dur quand même de la défense française. Ça peut craquer. Le 9 mars, on a l'entrée en guerre du Portugal, qui se joint à la fête, hein. Le Portugal, allié de longue date du Royaume-Uni. Du 24 août au 29 août, c'est le début des tensions, enfin l'éclatement des tensions en Irlande avec l'insurrection de Pâques, qui va être réprimée. Euh, Tu peux mettre l'image 16, si tu veux. Qui voit justement la proclamation de la République irlandaise. alors attends, Bon, parce ça va être que maté assez vite. je suis sur le Jutland. Ah oui, Irish Republic, oui, ok, c'est bon. Voilà. Donc, ça va pas bien se passer, hein. En gros, ça va pas être un soulèvement général comme ce qu'auraient voulu les organisateurs, et les Irlandais vont se faire réprimer. Les causes de l'insurrection de Pâques et de la guerre d'indépendance irlandaise sont assez profondes. C'est lié à la gouvernance britannique britannique anglaise sur l'île. Les Irlandais ont une histoire très compliquée avec les Anglais. Donc avec ça, tu peux mettre la 15, parce que ça va être la première et presque seule, on va dire, bataille navale d'envergure de la Première Guerre mondiale. Du 31 mai au 1er juin. La bataille du Jutland, qui est un joyeux bordel, hein. En gros, c'est la Horsefleet, donc la flotte de haute mer allemande composée de cuirassés et de croiseurs de bataille, qui va tenter une sortie pour. Bah, je sais plus c'était quoi les intentions allemandes, aller faire du raid ou aller appâter les Britanniques. Oh, je la connais trop mal. À part dans ses résultats Ouais, c'est ça. finalement défavorables aux Anglais, mais qui gardent la maîtrise du terrain, je connais Mm, trop mal la chose. J'avoue que je peux pas me. c'est ça. En gros, ça va être un beau bordel parce qu'on a une flotte allemande qui est divisée en deux et une flotte britannique divisée en deux, avec Franz von Hipper qui va commander les croiseurs de bataille, et l'amiral Scher, Rénal de Scher, je crois, euh, Réhard Scher, Si c'est qui va allemand, commander les cuirassés. si c'est allemand, ça doit être Reinhardt ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et en face, c'est Jellicoe et Beatty. Je vais pas faire toute la bataille, mais en gros, les Britanniques prennent en gros plus de pertes que les Allemands, hein. Ils prennent le triple des pertes, ils perdent plus de bateaux, mais ils étaient plus nombreux dans la bataille aussi. Et les Allemands sont contraints au repli. Ils retournent dans leur port, ils retournent à leur base. Donc je crois surtout à Wilhelmshaven, c'est ça, ouais. Euh, Et ils ne et sortiront plus jamais. les Allemands.
C'est ça. Les Allemands ne sortiront plus leur flotte de haute mer euh, pour le restant de la guerre, à la fois pour réparer leurs bateaux, ce qui va monopoliser leurs chantiers navaux, et aussi parce qu'ils n'ont pas envie de retourner se faire casser la tronche. Chantier naval, par contre. Oui, chantier naval, ouais. Non, je dis ça parce que Ah, c'est une blague bien connue d'un streamer en double P. Nah. On va pas faire de blague sur le WP. Donc, un petit peu plus tard, à partir du 4 juin au 20 septembre, image 16, on va avoir l'offensive Brusilov, donc menée par le maréchal, je crois qu'il est déjà maréchal à l'époque, Brusilov, ou Vrousilov, ça dépend comment on le prononce, qui était, je crois, en plus un commandant assez compétent, hein, globalement. C'est pas une mauvaise offensive. Hein. Ouais, bon. Après, il va se rallier aux bolcheviks et tout ça pendant la guerre civile. Voilà, il va être important. Et en gros, ça pousse, les Russes poussent contre les Autrichiens et les Allemands pour essayer de reprendre du terrain. Ça va partiellement marcher, mais dans les faits, les Russes vont surtout prendre beaucoup de pertes. Et pour des gains territoriaux mineurs, bien que les gains territoriaux réalisés feraient saliver, je pense, à peu près n'importe quel général sur le front de l'Ouest. Mais au vu des pertes, en fait, c'est surtout une bataille qui parvient à stabiliser le front pour les Russes et qui va forcer les Allemands dans une longue guerre de position de ce côté-là. Même si c'est quand même plus facile de pousser. Et ça fait entrer la Roumanie en guerre aussi. Hein. Bon, ils vont le regretter, Oui. mais c'est ce qui fait rentrer la Roumanie en guerre. Ouais, c'est ça. On va y venir. Donc bon, le 10 juin, on a le début de la révolte arabe. Ça va pas bien se finir aussi pour eux, hein, cette fois-ci. Oh, tout comme chez nous, hein, ils se sont fait gazer à Damas et tout ça. Mais mauvais côté cette fois-ci. À partir du 1er juillet jusqu'au 18 novembre, c'est la bataille de la Somme pour les Britanniques, image 17, où on peut voir, donc front de l'Ouest 1915-1916, où on peut voir les progrès britanniques réalisés avec la bataille de la Somme, de même que les Allemands réalisés avec Verdun. Donc on voit que ça change un petit peu le front, mais c'est pas trop ça. Surtout quand on voit le coût humain à la bataille de la Somme. Ah, au mètre carré, ça ferait presque passer les Russes pour un rouleau compresseur en Ukraine. Hein. Au prix de l'homme par mètre, effectivement, c'est pas mal, ouais. C'est cher payé. C'est ça. Le prix du mètre carré en sang humain est assez élevé. Et donc, effectivement, le 27 août, image 19, s'il te plaît, on a effectivement l'entrée en guerre de la Roumanie, poussée par les Français, surtout les Français. Hein, on a des liens profonds avec la Roumanie. Ouais. On est un pays. Ouais. On les aura très longtemps. Ouais. Et du coup, les Roumains rentrent dans la danse. Alors, on a souvent l'image des Roumains qui rentrent dans la danse pour se faire aussitôt éclater. Alors, c'est partiellement vrai, surtout en Transylvanie où ils vont lancer une attaque contre les Austro-Hongrois qui sont pas du tout prêts. Mais tu as des trucs très confusants, les Allemands qui envoient des troupes là-bas et tout ça, ça va mal se passer. Et dès le 6 décembre, en fait, Bucarest va tomber. Ça va être très rapide. Sauf que ça va pas marquer la fin du combat des Roumains. Parce qu'ils se retirent sur le front russe. Ils vont se... Bah ouais. Ils vont passer sur le front de l'Est. En fait, ils vont perdre la Valachie, hein, historique. Et ils vont tenir surtout en Moldavie, derrière le Dniestre, je crois. Oui, un peu comme les Belges. Ouais, un peu comme les Belges, oui, c'est un peu ça l'idée, ouais. C'est de se replier derrière un front ami. De toute façon, la guerre en Roumanie, après la session 8 d'Europa Universalis 4, je recommande pas. Hein. Non, faut pas. Ah ils sont jusqu'au boutiste dans les deux cas. Ils sont fatigants, ouais. C'est la guerre. Hein. Et donc les Roumains, ils vont lourdement s'investir. Hein. On va finir par avoir eu 1 million de soldats roumains quand même qui vont participer. Malheureusement, tout leur investissement va être plus ou moins saboté par... Bon, les pauvres, ils sont dans une situation merdique, mais par les changements politiques en Russie qui vont venir. Mais pour l'instant, ils fournissent de l'appoint aux Russes, au moins dans ce coin-là, même si surtout les Russes qui fournissent de l'appoint aux Roumains. Mais ça fait un ennemi en plus pour les puissances centrales. Alors bon, le 21 novembre, c'est la mort de Franz Ferdinand, enfin de François Joseph, pardon. Autriche-Hongrie qui est succédé par Karl Ier,
ou Charles Ier, qui va être un souverain important et qui aurait pu l'être si l'Autriche-Hongrie avait survécu. Bon, après, ça n'a pas été le cas, il a fini béatifié par l'Église catholique. Bienheureux soit-il. On a aussi eu le 5 novembre l'établissement du royaume de la régence du royaume de Pologne, dans l'idée de faire quelque chose de ce territoire polonais pour qu'il cause pas trop d'emmerdes et pour contenter un petit peu les indépendantistes et nationalistes polonais, qui se battent encore, du côté des puissances centrales pour dégager les Russes de leur territoire. Et avec ça, en gros, on finit à peu près l'année 1916. Donc, Et on arrive là où les choses vont changer. voilà, c'est ça. En conclusion, jusqu'ici, on a une Seconde Guerre mondiale dans le cadre de Kaiserreich, puisqu'on est toujours dans ce cadre-là, qui n'a pas divergé de ce qu'elle a été dans la réalité historique. C'est ça. Ok. Et ben ça va commencer dès le début d'année. Le 8 janvier, avec la décision de Wilhelm II. Donc là, je précise, on commence à entrer dans l'Uchronie. On commence. Alors des choses vont rester les mêmes, beaucoup de choses, mais je vais préciser quand va y avoir des changements en fait. Ok. À chaque fois, je préciserai. Donc le 8 janvier, on a Wilhelm II qui décide, sur conseil du Reichschancellor Theobald von Bethmann Hollweg. Oui, tout à fait. Ouais. Et certains amiraux de ne pas relancer la guerre sous-marine à outrance. Pourquoi c'est un point de divergence? Pas parce que au cours de l'année, ça avait notamment abouti à comment dire ça? J'allais dire l'abattage, mais ouais, au torpillage du fameux Lusitania. Enfin non, remarque, il avait eu lieu déjà plus tôt, mais c'est en 1915 le Lusitania, mais peu importe. Ouais, c'est ça. En fait, ça va aboutir au torpillage de davantage de navires neutres et à terme à l'entrée en guerre des États-Unis. Je vous gâche un petit peu la surprise, mais vous en aurez bien compte. Cette histoire alternative se base sur la non-intervention des États-Unis dans la guerre. Ça va avoir de lourdes conséquences. Donc là, Wilhelm II ne relance pas la guerre sous-marine à outrance et reste dans une guerre sous-marine limitée. Pour contenter les États-Unis qui ont déjà menacé l'Allemagne à ce stade. Suite justement au torpillage du Lusitania, les Allemands ont arrêté une première fois la guerre sous-marine à outrance pour éviter que les États-Unis ne rompent leurs relations avec l'Allemagne. Donc le 4 février, on a la formation d'une petite organisation, on va dire collaborationniste, même si c'est un petit peu avant, mais on a l'idée, flamande, du nom de Rad van Vlaanderen. Mon flamand doit être dégueulasse. Bon, c'est pas grave, c'est dégueulasse, hein, c'est dégueulasse à la base de toute façon. Un bon petit mélange. Qui va être une organisation flamande de soutien en fait à l'occupation allemande. Et qui va jouer un rôle pour les fondations de ce que va devenir la Belgique dans l'après-guerre. Le 8 mars jusqu'au 16 mars, alors différence de calendrier oblige, hein, calendrier grégorien contre calendrier julien. Ouais. Et ben c'est la révolution de février, je vais mettre l'image 20, qui va aboutir à la chute de Nicolas Ier, ou Nikolai, et la formation du gouvernement provisoire, proclamation de la République russe, avec le prince, je crois, Lvov. Alors, si je peux me permettre qui va diriger le gouvernement. Si je peux me permettre une toute petite observation, c'est Nicolas II. C'est pas Nicolas Ier. Oui. Ah oui, pardon. Non, mauvaise numérologie. T'inquiète. Et donc, on peut voir sur cette image, je crois qu'au centre, avec la grosse barbe et moustache, ça doit être Lvov. Mais on reconnaît surtout à côté de lui la bonne coupe carrée de Alexander Kerensky. Et peut-être même à côté de Lvov, c'est peut-être Pavel Milyukov. Mais bon, l'image est trop floue pour qu'on voit bien. Bref, ça va pas changer grand-chose à part déstabiliser l'effort de guerre russe, parce que ils vont rester dans la guerre. Donc là-dessus, ça va pour l'instant. Mais les conséquences vont évidemment s'en faire ressentir comme pour chez nous. Le 11 mars, les Britanniques parviennent à capturer Bagdad dans le front proche oriental.
Et le 16 avril jusqu'au 9 mai commence, image 21 s'il te plaît, la fameuse offensive de Nivelles, le chemin des dames, qui va pas bien se passer. En gros, après Verdun et la Somme, le commandement français qui est passé à Nivelles pense avoir les moyens de réaliser une percée du front allemand, notamment dans le coin de la région du chemin des dames. Sauf que ça va pas marcher. Et les pertes vont être très importantes. Nivelle va finir relevé de son commandement pour que le commandement passe à Pétain ou Foch. Je sais plus dans quel ordre c'est le commandant suprême. Foch, Du moins du côté enfin bon, français. bref, peu importe. Vas-y. Ouais, c'est bien Foch. Non, pour moi, c'est après, mais je peux me tromper. Ouais. Dans tous les cas, ça va échoir à Pétain ou Foch. Pétain qui est déjà passé à l'époque par Verdun. Hein, on le connaît bien. On connaît assez bien son rôle là-bas. Qu'il soit embelli ou non, qu'importe. Parce qu'il me semble, enfin je peux me Le tromper, 27 mais il me juin. semble que je crois, enfin bon, à la limite c'est du détail, mais c'est vrai qu'on, c'est le problème de quand on parle de ce genre de sujet, après ça part en vrille, mais je crois pas que Nivelle soit le commandant en chef du front. Je pense qu'il doit être commandant d'une partie du front. Et que Joffre est déjà, enfin, peut-être qu'il est général en chef, c'est possible, je sais plus. Alors, Au moment du faut pas chemin des dames. confondre Joffre et Foch. Joffre, c'est en début de guerre, Foch, c'est à la fin. Ouais, possible. Ouais. Possible. Mais je crois bien que Nivelle est le commandant en chef à ce Ouais, moment-là. c'est possible. Parce qu'en gros, le commandement en chef va passer de Joffre, début de guerre, créateur du plan 16, enfin du plan 17, pardon, à Nivelle, puis à Pétain ou Foch, et inversement ensuite. Ok. Ouais, Mais non, c'est bref. possible, bon, peu importe. Le 27 juin, c'est la Grèce qui rentre finalement dans la guerre. Du côté de l'Entente, après avoir eu de jolis coups de pression de la part de l'Entente, un bombardement d'Athènes et l'occupation partielle de la ville par les troupes de marine alliées, qu'il est bon d'être allié de l'Entente, surtout quand on veut pas rentrer à la guerre. Et du coup, un nouveau front s'ouvre pour les puissances centrales. Vraiment le front qu'on va appeler de Salonique. Alors les Bulgares et l'Entente s'y battaient déjà. Mais là, ça va être sur toute la ligne de front. Image 22. Du 1er au 19 juillet, dans une volonté de rassurer et de remotiver, tout en filant de la légitimité politique au nouveau régime, Alexander Kerensky va donner son nom à la fameuse offensive de Kerensky, qui avait pour but de dégager les Austro-Hongrois et de reprendre la Galicie, l'entièreté de la Galicie des mains austro-hongroises. Ça va marcher dans un premier temps pour finalement échouer, et les conséquences de l'offensive vont être assez désastreuses, parce que les Russes vont perdre du terrain, perdre beaucoup d'hommes, ça va démoraliser encore plus l'armée russe qui n'a pas envie de se battre. Ça va vraiment marquer le début de la fin pour la Russie et surtout le gouvernement provisoire. Enfin, les premiers signes, on va dire, de la fin. Le 13 juillet, on a la diminution du coup du Reichschancellor Theobald, que je ne vais pas reprononcer en entier, qui est surtout forcé en fait par Ludendorff et Hindenburg à dégager, parce que celui-ci avait tenté d'initier différentes réformes à l'intérieur du pays, et notamment à faire des ouvertures diplomatiques à l'entente pour aboutir à une paix qui serait revenue à une paix blanche, statu quo ante bellum. Sauf que Ludendorff et Hindenburg, qui ont acquis beaucoup d'influence avec leur victoire militaire progressive, qui ont commencé d'ailleurs avec la bataille de Tannenberg, vont réussir à avoir rayon de lui, et l'influence du haut commandement allemand en fait se fait vraiment sentir. Parce que il se fait remplacer par, alors image 22.1 pour Théobald et 22.2 pour Georges Michaelis. Théobald va être remplacé justement par Georges Michaelis, qui est un vieux, vraiment, il est juste vieux. Je crois qu'il a été ministre-président de Bavière. En tout cas, c'est des mecs que t'as envie d'inviter en repas, quoi. Tu sens que tu vas rigoler. Ils ont vraiment l'air de mecs à se faire des blagues. Théobald, pourquoi pas, bon, mais Michaelis, il a l'air de celui qui te colle une claque si jamais tu dis un mot de travers. Le grand-père que t'as pas envie d'avoir, quoi. Ouais. Et Michaelis, c'est un vieux,
il est pas forcément incompétent, hein, C'est vu un son expérience, vieux. mais c'est surtout une J'aime bien, marionnette. j'aime bien c'est un vieux. Voilà, bah, écoutez, Ouais, non, mais pour ça, hmm. il va vraiment être une marionnette. Je pense pas que Batman Olvec soit d'une première jeunesse non plus, hein. Je peux me tromper, mais je pense pas non plus, hein. Oui. Mais Oui, bon. mais il avait au moins plus de vidité que Michaelis, qui lui va surtout être une marionnette. Et qui va marquer le début de ce qui sera appelé a posteriori la dictature de Ludendorff. Qui va être marqué par une augmentation de l'influence du haut commandement militaire allemand sur la vie politique et publique allemande. Donc du 5, enfin du 1er au 5 septembre, les Allemands poussent du côté de Riga et capturent la ville. Donc la perle de la Baltique, Ah, si je me trompe pas. une ville très très importante, une des premières, une des plus grandes villes industrielles de Russie à l'époque. Ouais. Qui va entre autres être prise grâce à l'utilisation sur le front des tactiques de Stoßtruppen, donc troupes d'assaut, avec de l'infiltration, de la désorganisation du front pour perturber les défenses russes. Ça va très bien marcher. Et c'est un port important sur la Baltique qui tombe pour les Russes, en plus d'un grand symbole, hein. C'est l'une des plus grandes villes russes. Enfin, russe au moins de jure. Euh, et ben les choses continuent d'aller mal pour l'entente, image 23, parce que du 24 octobre au 19 novembre, c'est la bataille de Caporetto. Le désastre de Caporetto. Ah Alors, je suis pas un oui. grand expert de la bataille, tu la connais probablement mieux que moi. Ah non, pas du tout, mais Euh, c'est une immense défaite, oui. non, mais C'est ouais. de l'ordre de, je sais plus, 250 000 prisonniers pour les Italiens, en plus des morts, hein, bien entendu, mais alors qu'en face, on perd très peu d'hommes, hein, pour une avancée aussi énorme, et qui menace peut-être pas le cœur de l'Italie, mais son nord et son nord industriel, et c'est un vrai traumatisme, ouais. Allez. Alors, je t'entends pas très bien. Ah, sur Discord, c'est possible. Je sais pas si c'est ton cas, Non, si non, c'est le cas aussi. c'est Discord, si tu veux, Discord, parfois coupe, mais ça, c'est pas le cas sur le stream, mais parfois Discord a tendance à un petit peu couper Ah, ça y est. quand on discute. Ouais, ça y est, ça s'est stabilisé. Bon. Donc, en gros, le front italien va s'effondrer à Caporetto. Apparemment, Rommel n'y serait pas inconnu, hein, cet effondrement du front. En gros, ça s'explique partiellement par la prise de position stratégique qui apparemment était censée être plus ou moins imprenable du côté italien. Ça va causer l'effondrement du front et les Italiens vont reculer, je crois de près de 100 km, hein, quelque chose comme ça, heu, pour se pour parvenir à se restabiliser sur le Piave. Donc parvenant à éviter la chute de Venise, à pas grand-chose. Heu et c'est le plus grand désastre de la guerre pour les Italiens, dans notre histoire, du moins, parce qu'ils vont réussir à se prendre autre chose, par derrière. Donc voilà pour le front italien. Image 24, s'il te plaît. Le 7 novembre, encore une fois décalage du calendrier, on se doute de quoi il s'agit. La révolution d'octobre. Alors suite à tout un tas de trucs Alors, mais que là, je vais pas... c'est un sujet, je- c'est un sujet à part entière, là. C'est ça, ouais. C'est un sujet très complexe. Le gouvernement provisoire finit par se faire dégager par les bolcheviks qui l'avaient réarmé. Décidément, le loup dans la bergerie, tout ça. De fait, ça marque le début aussi de la guerre civile russe, parce que les Blancs vont se rallier et refuser le, le changement de régime et la mainmise bolchevique. Alors bon, la guerre civile russe, ce sera abordé ailleurs, parce que, comme dans la réalité, elle a été un bordel colossal, sauf qu'elle n'a pas eu la même conclusion. Le jour suivant, le 8, c'est le début de la guerre d'indépendance ukrainienne. L'Ukraine déclare son indépendance pour essayer de la sauvegarder. Le 16 novembre, c'est Georges Clemenceau qui revient au gouvernement français pour gérer le cabinet de guerre euh, et reprendre en main les affaires. Du 20 novembre au 16 décembre, toujours 1917, c'est la bataille de Cambrai sur le front de l'Ouest, donc image 25, s'il te plaît, qui voit l'utilisation des premiers chars du côté britannique, notamment comme sur l'image, un char Mark IV.
Ça va bien se passer au début. Les Allemands vont être percés et vraiment perturbés par les chars. Mais ultimement, les Allemands vont réussir à bien contre-attaquer et repousser les Britanniques. Cependant, ça marque quand même un tournant parce qu'on on voit apparaître ce qui va jouer un grand rôle dans le reste de la guerre, et surtout après. Le 5 décembre, à la suite du coup de la révolution d'octobre, c'est image 26, l'armistice de Brest-Litovsk, avant le traité, qui arrête les combats sur le front de l'Est. Donc tu peux mettre l'image 27, parce qu'on va, on va y rester un petit peu. Donc le front est globalement stabilisé au moment de l'armistice, hein, vous le voyez sur l'image. Il n'a pas beaucoup changé, à part que Riga est tombé. Sauf que il va se passer des trucs qui vont amener à l'évolution du front, pas en faveur des Russes, bizarrement. Le 9 décembre, c'est la chute de Jérusalem, et l'armistice de Fossani, où les Roumains, en fait les Russes sont plus dans la guerre, donc les Roumains ils sont encerclés. Ils se rendent, hein. Grosso modo, ça sert à rien de se battre et de se faire massacrer, on a littéralement aucune chance. Alors que peu de temps avant, ils ont réussi à remporter des batailles assez importantes où ils ont pu faire des gains face aux puissances centrales, mais là c'est foutu pour eux. Donc ils résistent pas à outrance. Et on arrive en 1918. Donc bon, le 27 janvier, on a le début de la guerre civile finlandaise entre blancs et rouges. Mais tu Les vois, blancs qui sont d'ailleurs tu vois, ça techniquement, j'allais dire, c'est ce qui me pose un problème dans l'Uchronie. Pas forcément, j'y reviendrai, mais à partir du moment où on a basculé dans cette espèce d'univers alternatif, alors c'est une obligation, hein, mais il y a quand même euh, peu de chances pour que quoi que ce soit commence à la même date exacte qu'historiquement. Tu vois, c'est ce qui me fait toujours un peu tiquer dans un univers alternatif où effectivement on mélange des événements uchroniques avec des événements réels, et on se retrouve avec ces événements réels qui interviennent au même moment que dans l'histoire entre guillemets avenue. C'est vrai que c'est un peu, ça fait toujours un peu bizarre, quoi. Mais bon, bref, je te dis, j'y reviendrai à la fin, mais je trouve que c'est un mélange qui est difficile à tenir. Après, bon, une uchronie, dans le détail, sera forcément des choses discutables. Ouais, je suis partiellement d'accord parce que effectivement, que des choses restent les mêmes, c'est un peu curieux, mais j'ai envie de dire ça dépend ce qui a changé. Et là, pour le coup, que la guerre sous-marine à outrance, pour l'instant, c'est le seul changement qui a vraiment eu lieu, hein, qui est palpable. Et la non-entrée en guerre des États-Unis, hein, parce que on est en 1918 et les États-Unis ne sont pas dans la guerre. Et pour certains événements, qu'ils aient lieu à la même date, c'est pas forcément trop Ah, fantasque. moi je Un peux peu pas, triste. moi je ne peux pas. C'est à partir du moment où, si tu veux, tu t'es pas levé du même pied un matin, il peut pas se passer la même chose, et il y a quand même beaucoup de choses qui risquent de varier. Mais je comprends l'idée, mais c'est au global en fait, si tu veux, dans l'Uchronie, Oui. c'est ce que j'allais dire, enfin je le dirai à la fin, mais il y a cette idée d'acceptation de ce qui advient dans cet univers-là comme pris tel quel, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu dérangeant de se dire, putain, les mecs font la même chose le même jour alors que rien ne s'est passé. Ça se trouve, le mec a chuté à cheval, il est mort, donc tu vois, il n'y a pas de Mannerheim ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est compliqué, quoi. Je trouve que Ouais, c'est ça. c'est vraiment un exercice dans le détail qui est assez compliqué, quoi. Mais bon, vas-y. Ça dépend à quel point tu assumes que c'est un univers complètement différent et du coup tu décales tous les jours des événements et tout ça. Bref, c'est ça dépend à quel point tu vois l'Uchronie comme quelque chose de total ou pas. C'est ça. Ouais, non, mais tout à fait. Donc c'est le début de la guerre civile finlandaise, comme je l'ai dit. Le 9 février, c'est le traité de Brest-Litovsk pour les Ukrainiens, qui est appelé, alors je traduis littéralement de l'anglais, c'est Peace for Bread, donc j'ai traduit ça par la paix pour le pain. Voilà. Avec la Rada centrale d'Ukraine, qui s'est fait jarter de Kiev par les bolcheviks ukrainiens. Et ce traité stipule qu'en gros les Allemands ils aident les Ukrainiens à reprendre le contrôle du pays contre les Rouges. En échange, l'Ukraine doit fournir du blé et de la bouffe aux puissances centrales parce qu'elles sont en train de crever la dalle.
Et donc ça va mener à l'opération Fosschlag du 18 février au 3 mars, qui va voir les Allemands arriver sur la ligne de front que vous voyez sur la carte, enfin l'image 27, où ils vont déferler à travers l'Ukraine pour dégommer les bolcheviks et arriver aux portes de Rostov sur le Don, capturant l'Estonie, la Livonie et une partie de la Biélorussie slash Ruthénie blanche. Et on va aboutir le 3 mars au traité de Brest-Litovsk, qui sort la Russie de la guerre. Image 28, du coup, l'Europe en 1918, qui montre à peu près les frontières du traité, où en gros la Russie renonce à l'Ukraine, la Pologne, la Lituanie, une partie de la Biélorussie, toute la côte baltique, enfin tous les pays baltes, dont le sort n'est pas encore... le sort des territoires occupés n'est pas décidé, mais les bolcheviks se couchent devant les puissances centrales pour gérer leurs problèmes intérieurs et la guerre civile. Ça va être très important parce que de fait, ça va libérer énormément de troupes allemandes qui vont se diriger vers le front de l'Ouest. Et là, on arrivera à des divergences, mais bon, ça sera abordé à la toute fin si on a le temps. Donc le 7 mars, on a l'alignement des Finlandais blancs sur Berlin, avec le fameux traité de Berlin. Les Allemands, en gros, proposent l'aide aux Finlandais blancs pour se débarrasser du camp des Rouges. Ça reprendra effet un peu plus tard. Et le 21 mars jusqu'au 18 juillet, c'est la fameuse offensive de printemps allemande. Profitant du surnombre d'environ 50 divisions, enfin du report de 50 divisions allemandes du front Est sur le front Ouest, les Allemands ont une supériorité numérique véritable sur les Alliés. Et alors, dans la réalité, ils l'ont lancé avant que les États-Unis arrivent en suffisamment grand nombre et tournent le sort de la guerre en la faveur de l'entente. Là, ils la lancent quand même pour essayer de briser les Alliés, j'imagine. Et tout ça commence avec l'opération Michael. Donc, je t'invite à mettre l'image 30.A. 30.1, l'offensive de printemps allemande, 1918. Donc, alors la carte n'est pas forcément super lisible, mais on voit les gains allemands. Donc, la première opération, c'est l'opération Michael, qui va être la poussée allemande dans la Somme, dans le secteur de la Somme, où ils vont réussir à percer les lignes franco-britanniques, allant jusqu'à se rapprocher fortement d'Amiens et coupant le chemin de fer de Paris à Amiens en prenant le nœud ferroviaire de Saint-Didier, enfin de Montdidier, pardon. Mais l'offensive ne sécurise aucun gain stratégique, même si ça rend bien sur la carte. Du 9 avril au 29, c'est l'opération Georgette, en Flandre, qui est la bataille du Lys, dans la réalité, qui amène les Allemands à pousser sur le front et à se rapprocher de Ypres, sans prendre la ville. C'est aussi une belle poussée, mais les Allemands n'arrivent pas à aller plus loin. Et c'est là où les choses vont changer ensuite. Du 27 au 30 mai, c'est l'opération Blücher-York, ou l'offensive de l'Aisne, qui voit les Allemands pousser entre Soissons et Reims. Là où dans la réalité, l'offensive a duré jusqu'au 4 juin, Ludendorff, après les gains initiaux qui vont mener les Allemands jusque sur la Marne, en fait, aux portes de Château-Thierry, et à prendre Soissons, Ludendorff décide de ne pas transformer l'essai en poussant davantage l'offensive, et il redirige son effort vers l'opération suivante, qui n'a pas eu lieu chez nous, qui est l'opération Hagen. Et là, on a quelque chose qui change, vraiment, avec le 12 juin, l'opération Hagen, qui a à nouveau lieu en Flandre, et donc qui donne lieu à la 5e bataille d'Ypres. Cette fois-ci, l'entente est complètement surprise par l'attaque,
Les Allemands parviennent à capturer Ypres et à repousser les Alliés. Donc tu, si tu veux, bon, en termes de repères, tu peux ouvrir Google Maps, parce que les Allemands réussissent à repousser les Alliés sur la ligne, sur une ligne qui va de Hasbrook. Alors attends, bouge pas. euh, Je l'ouvre. Salut Pierre. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. On est sur Google Maps. Où est-ce que tu veux que j'aille? ouais. Alors Hasbrook, Ah, ok. Hasbrook qui est Non, t'en tout fais au pas, nord. t'en fais pas, t'en fais pas. Tac. Hop. On est là et je vais mettre entre Dunkerque et Lille. Ouais, t'inquiète pas pour moi. Et là, normalement, si je le mets là, boum, on y est. On y est, on y est. Donc la ligne de front Hasbrook est un point assez important, hein, parce que dans la réalité, c'était aussi un objectif des Allemands. Et là, ça va avoir d'assez fortes répercussions. Donc la ligne est fixée de Hasbrook à Ypres, en passant par les communes de Godeveier, Godweiersveld, les noms du coin, On au voit. secours. Ah, on voit pas. Oui, j'ai pas Euh, fait la transition, Pierre. Excuse-moi. C'est vrai, t'as raison. Tac. Là, comme ça, vous voyez Hasbrook. Ça te rappelle ton coin. Voilà. France Litry, Hasbrook. Voilà. donc en passant par Godweiersveld, qui est un peu plus au nord, et Poperinge, ou Poperinge plutôt. Donc la ligne de front se stabilise à peu près à cet endroit-là, parce que les Alliés contre-attaquent localement, notamment avec l'aide de la réserve française, qui parvient à éviter davantage les poussées allemandes. Et ça va avoir des conséquences, parce que les Britanniques vont commencer à psychoter. Les Allemands ont pris Hasbrook, qui était un endroit stratégique, et les ports de la mer du Nord et de la Manche sont vraiment menacés. Les Britanniques ont peur de les perdre, et les Français, eux, suite à l'opération, la bataille de l'Aisne, ont peur que Paris ne soit menacé. Et de fait, le commandement allié commence à se diviser sur où prioriser son effort. Le 8 juillet plutôt que le 8 juin, donc avec un mois de décalage, on a l'opération Gneisenau, aussi appelée la bataille du Mât. Je t'invite à repasser sur l'image 30.a, c'est le printemps. Merci pour Google Maps, on n'en aura plus besoin a priori. Et donc là, le déroulé est différent. Vu que les Allemands poussent à peu près de la même manière, hein, ils arrivent à une dizaine de kilomètres de Compiègne, par le nord et par l'ouest. Sauf que cette fois-ci, la réserve française, qui dans la réalité avait contre-attaqué les Allemands pour les repousser sur leur position initiale à peu près, notamment menée par le général Mangin, et la réserve française elle n'est pas là pour contre-attaquer, et les Allemands continuent d'avancer. Et l'état-major se retrouve face à un choix. Soit ils contre-attaquent Gneisenau, la poussée allemande, soit ils contre-attaquent sur la Marne pour repousser les Allemands et les éloigner de Paris. C'est finalement sur la Marne que l'offensive française va se faire le 18 juillet. Le 18 juillet, donc, c'est la deuxième bataille de la Marne, où les Français contre-attaquent les Allemands, où ils parviennent à couper la route entre Soissons et Château-Thierry, et ils forcent les Allemands à se replier sur une position qui est plus facile à défendre, à savoir sur le long de la rivière. Enfin, ils vont les pousser jusqu'à l'Ourcq, la rivière Ourcq, donc qui est un cours d'eau du coin, qui est un affluent de la Marne. Les gains français sont plus limités, parce que dans la réalité, ils avaient réussi à repousser les Allemands jusqu'à Soissons et Reims. Alors Reims n'est pas encore tombé, et même à reprendre Soissons. Là, ça va pas advenir, parce que le 20, donc 2 jours après le début de la contre-offensive, Ludendorff va lancer Soissons-Marneschutz pour contre-attaquer la contre-attaque française sur la Marne, où il va prendre des troupes qui étaient assignées à l'opération Gneisenau, donc la bataille du Mât, pour stabiliser le front. Il va de fait limiter les gains français, arrêter la poussée vers Compiègne, mais la contre-attaque française va de fait ne pas pouvoir repousser les Allemands sur leur position initiale. L'efficacité de la contre-attaque a pu être atténuée, entre autres parce que les Allemands cette fois-ci ne sont pas
ont pas perdu 40 000 hommes à essayer de traverser la Marne, hein, comme dans la réalité, et ils n'ont pas perdu 40 000 autres hommes à essayer de prendre Reims, avec l'opération Marne-Schutz-Reims qui a eu lieu dans la réalité. Ce qui fait que les Allemands ont à la fois plus de troupes, sont un peu moins fatigués, et donc plus à même de recevoir une contre-offensive française, qui a quand même réussi à reprendre un peu de terrain. Mais de fait, cette fois-ci, avec la contre-attaque allemande, les gains de l'opération Blucher York ont été partiellement sauvegardés. Et là, ça va commencer à sévèrement puer pour les Alliés. Donc le 3 avril, on a l'intervention des Allemands dans la guerre civile finlandaise, avec 10 000 hommes sous le commandement de quelqu'un que tu connais bien, hein, Rüdiger von der Goltz. Tout à fait. Qui va réussir à prendre Helsinki le 13 avril, donc 10 jours plus tard, et progressivement faire tourner le cours de la guerre civile finlandaise dans le sens des Blancs, donc des hommes menés par Mannerheim. Le 12 avril, c'est l'affaire Sixtus qui va exposer les négociations austro-hongroises avec l'entente pour essayer d'aboutir à une paix qui va éclater au grand jour. Ça va grandement tendre les relations austro-hongaro-allemandes. On va dire ça. Et le 29 avril, c'est Pavlo Skoropadsky, image 31, qui va faire un coup d'État en Ukraine contre la Rada centrale, avec le soutien tacite des Allemands, parce que l'Ukraine a failli à sa promesse du traité de Brest-Litovsk, qui était d'envoyer du grain aux puissances centrales. Et parce qu'aussi c'est le bordel dans le pays, hein, c'est la guerre civile quand même les Allemands ont réussi à sécuriser beaucoup de territoires. On en parlera l'an prochain, pour le coup, dans une fiche littéraire. On parlera de Kiev dans la guerre civile avec Bulgakov. Mais voilà, on en reparlera de Skoropadsky, de tout ça. Un joyeux bordel aussi, bon, comme beaucoup de guerres civiles. Le 7 mai, donc les Bulgares, enfin les Bulgares, n'importe quoi, je confonds les Slaves. Les Roumains signent le traité de Bucarest qui, en gros, fout la Roumanie sous protectorat. Hein. Elle doit démobiliser son armée, céder l'intégralité presque de la Dobrodja. Et là aussi, je précise, on est toujours dans la vraie histoire. Enfin, je veux dire, c'est ce qui est advenu dans la réalité. Ouais. Bah, après tout, les Roumains se sont rendus de la même manière. Oui, bien sûr. Donc ils cèdent divers passes des Carpates aux Austro-Hongrois. Les Roumains doivent payer les frais d'occupation, céder leurs droits sur les infrastructures pétrolières à l'Allemagne, pas folle la guêpe. Ploesti, c'est juteux. Ils doivent céder, ils doivent vendre les surplus agricoles qu'ils obtiendraient aux puissances centrales. Leurs infrastructures de communication sont maintenues sous commandement des puissances centrales. Ils doivent accepter la présence de fonctionnaires allemands dans leurs administrations qui ont des droits de veto et qui peuvent renvoyer les fonctionnaires roumains. Bref, le pays perd virtuellement son indépendance. Quand bien même il est sorti de la guerre. Donc au moins ça s'arrête pour les Roumains. Bon, est-ce que c'est positif? Ça, c'est autre chose. Dans la vraie histoire, oui, finalement, parce qu'ils vont s'en ressortir. Mais ouais, c'est ça. Ils vont avoir droit au renversement général. Le 28 mai, c'est le traité de Poti qui voit la Géorgie se lier à l'Allemagne, comme dans la réalité. Ouais, pareil, hein, ça c'est vrai, vous aurez des Allemands à Tbilissi en 1918. Hein, c'est un truc qu'on connaît pas trop, mais ça existe. Ça va être important pour cimenter, on va dire, la présence allemande dans le Caucase. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a le traité de Batum le 4 juin qui voit les Ottomans reconnaître les États du Caucase, donc l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. On a des petits arrangements territoriaux et tout ça, mais on a la naissance d'une république d'Arménie qui va être bien éphémère, comme dans la réalité, mais pas pour les mêmes raisons. Et on a le 8 août la grande offensive alliée. Après les gains réalisés par l'offensive de printemps et la non-existence de la fameuse offensive des 100 jours qui ont fini par amener l'entente à presque
en finir avec l'Allemagne, hein, il va y avoir l'armistice qui va mettre fin à tout ça avant. Et bah là, on est vraiment dans l'Uchronie complète, hein, parce que c'est une grande offensive qui est lancée le long du front. Donc avec la 3e bataille de Picardie où les Britanniques attaquent sur la Somme et en Flandre. Sauf que l'offensive fonctionne pas, elle s'enlise. Les Britanniques arrivent à quelques avancées en Somme grâce à l'emploi des chars, mais les Français, eux, prennent très cher aux alentours de Compiègne. Et en gros, il n'y a pas d'évolution du front significative, ce qui contribue à grandement affecter le moral des Alliés. Ça poursuit la boucherie, quoi. Les offensives inutiles qui coûtent cher. Le 4 septembre, c'est la 6e bataille d'Ypres, où les Britanniques parviennent à reprendre Hasbrouck, donc la ville assez importante en Flandre, et à reprendre Ypres, sauf qu'ils doivent abandonner la ville, donc Ypres, parce qu'ils n'arrivent pas à sécuriser les hauteurs environnantes. Là où la reprise d'Hasbrouck était un objectif stratégique important, c'est le fait de lâcher Ypres, qui a été reconquise très chèrement en vie australienne, qui va doucher le moral des Britanniques. Et ça va se répandre sur l'intégralité du front, cet état d'esprit. Image, où est-ce qu'elle est, image 34, s'il te plaît. Le 21 septembre, c'est la bataille de Megiddo, comme dans la réalité, encore une fois, qui voit les Britanniques en Palestine écraser les Ottomans et s'ouvrir la voie de tout le Levant. Damas et Alep tombent dans la foulée, mais les Britanniques sont arrêtés à Marash, donc quand même un peu profondément, dans le sud de l'Anatolie, au nord d'Alep, par Mustafa Kemal, qui va devenir, comme dans notre réalité, quelqu'un de très important, mais cette fois-ci pas en République de Turquie, mais dans l'Empire ottoman. Là, on arrive sur des choses qui sont familières, mais en même temps très différentes. Du 24 septembre au 3 octobre, on a les fameuses insurrections de septembre en Allemagne. C'est la révolution spartakiste, les mutineries de soldats et de marins. Je t'invite à mettre l'image 35, où on voit là des Allemands mutinés à Brême. Ça va échouer, hein, comme dans la réalité, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Ah non, et puis oui, non, c'est très différent. Bah après, encore une fois, pourquoi pas, mais c'est vrai que tout intéressant que soit l'univers, est-ce que oui, l'Allemagne pouvait vraiment encore supporter la guerre? Parce bon, on est dans un univers alternatif, il y avait déjà eu des grèves en janvier 18 et compagnie, c'était quelque chose qui était quand même, c'était un peu une poudrière, et c'est vrai que c'est... Est-ce que les victoires militaires, bon, pourquoi pas, ouais, c'est possible. Oui. Possible. C'est toute la question, en fait, hein, à quel point est-ce que les changements faits sont suffisants? Ils sont honnêtement questionnables. Mais bon, la suspension consentie d'incrédulité doit fonctionner ici. Oui, bien entendu. Le lendemain de la fin des insurrections, donc le 4 octobre, on a le remplacement de George von Hertling, image 36.1. Non pas par son remplaçant historique, qui était, je crois, un général, mais par Ulrich von Breckdorf-Rantzau, image 36.2, qui a une belle gueule, hein. Ah bah Il pareil, est, un mec qui t'a envie de taper sur les cuisses, ouais, c'est évident. Ouais. Ah oui, il a une bonne tête, mais alors si ça a un sens de dire ça, c'est plus ou moins un mec sympa, on va dire. Parce que sa nomination va amener à la formation du premier cabinet qu'on qualifie de semi-constitutionnel, à savoir avec des membres des partis du SPD, le FVP et le NLP, ainsi que le Zentrum, donc le centre littéralement en allemand, pour former le gouvernement allemand. Paradoxalement, ça va à la fois renforcer le contrôle parlementaire sur la vie politique, parce que ça renforce l'influence des partis, mais ça renforce aussi l'influence du haut commandement allemand et sa prise sur le milieu politique, ce qui va causer des problèmes.
En octobre 1918, les Britanniques se retirent de leurs gains qu'ils ont obtenus avec la bataille de Megiddo au Moyen-Orient, parce qu'il manque d'effectifs en fait. Euh, Ils doivent en renvoyer certains en Égypte, qui menacent de se révolter, et sur le front de Salonique, qui est mentionné pour la première fois depuis le débarquement à Salonique. Et le 1er novembre, on a la relance de la guerre sous-marine à outrance par l'Allemagne, ce qui va amener à la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis peu de temps après. Cependant, ça va pas être suffisant pour les faire entrer en guerre. Commence l'année 1919, Alors, là où le attends, monde je profite de t'interromps. sa paix chez nous. Parce que Ouais. l'idée, c'est que donc on finit l'année 1918, on n'est donc pas arrivé à l'armistice. Ouais. À l'ouest, bon, on a vu la situation militaire est moins favorable que ce qu'elle a été dans la réalité. À l'est, bon, bah, Mhm. c'est le bordel. Par Ouais. contre, quid du ventre mou balkanique? Eh ben, c'est l'une des grosses faiblesses. C'est une des grosses faiblesses. Alors, il y a l'ancienne histoire de la Grande Guerre de Kaiserreich et il y a la nouvelle. L'ancienne avait plus de cohérence. Je fais vite. Dans l'ancienne version, en fait, les Allemands, après avoir eu Brest-Litovsk, ont redirigé une partie de leurs efforts sur le front balkanique pour faire craquer la Grèce et la faire sortir, isolant les forces alliées à Salonique et les forçant à se replier. Alors que là, non. Bah, comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas mentionné, mais ils sont directement lancés, concentrés sur l'offensive de printemps. Et de fait, oui, là, la guerre devrait déjà être finie, hein, parce que on a déjà Franche et Despéré qui aurait dû lancer l'offensive dans les Balkans et faire tomber au moins la Bulgarie et potentiellement l'Autriche-Hongrie. Sauf que ça n'advient pas pour des raisons qui ne sont pas expliquées. Ok, donc oui, on est sur une inconnue qu'il faut accepter comme ça, quoi. Ok. Ouais. Alors, Qui est difficilement justifiable, j'avoue. rien à voir avec ça, mais comme ça fait déjà 1h40 et qu'on a encore, sauf erreur de ma part, 19, 20, 21 à couvrir en gros, Ouais. avec quand même pas mal de taf. Puis ensuite, la conclusion, je pense que tu fais, je vois j'ai vu le suivi sur la critique que tu peux faire et puis la cohérence historique de l'univers. Donc on va encore avoir pas mal de choses à dire. On ne terminera jamais à temps, donc je pense qu'il vaut mieux s'arrêter à 1918. Se dire qu'on Mhm. est effectivement une grande rupture puisque la guerre ne s'arrête pas dans l'univers de Kaiser Reich et peut-être une seconde partie où on traitera des années qui suivent et du reste des événements qui conduiront à l'univers qu'on connaît dans Kaiser Reich, si ça te convient. Parce que là, je pense qu'on en a encore pour une petite heure et demie à mon avis. Hein. Je pense. Ouais, à la rigueur, on peut essayer de faire 1919 en vitesse, vu qu'il n'y a pas trop de choses. Mais si tu tiens vraiment, on peut s'arrêter là, Ah, effectivement. je trouve que ça fait une bonne césure. Je trouve que, tu vois, Ouais, terminer ok. avec une première guerre mondiale qui ne s'est pas finie, on est fin 1918, je pense que ça peut être pas mal parce que quelque part, ce qui nous attend, c'est peut-être peut-être le plus important finalement, ou en tout cas Ouais. les plus grosses différences, quoi. On s'est arrêté à C'est cette. l'entrée totale dans l'inconnu, on peut dire, C'est ça. vraiment là. Quelque chose qui est très alien. C'est ça, je pense que ça peut être pas mal de procéder comme ça et de se laisser ça pour la prochaine fois, parce que je pense qu'on a encore on a encore des choses à dire, hein, à mon humble Oh, avis. bien sûr. Voilà, donc Bien sûr, bien sûr. je pense qu'on va, ouais, ça fait une petite heure 45 ou une petite heure 40, c'est pas mal. On se laisse dans 2 semaines le même programme, puis on fera comme ça, comme il était prévu. Mais tu vois, je te l'avais dit, je sais à peu près estimer la chose et je savais que c'était pas tenable en une seule session. Et je préfère arrêter en 18, ça me paraît être plus cohérent avec ce qui Mm. adviendra par la suite sur le reste de l'univers, quoi. Je pense. Ouais, Si pas de souci. si ça te convient, on fait comme ça. Ouais, aucun souci. Ok, parfait. Bon, bah nickel. Eh ben écoute, en plus j'ai encore 2-3 trucs à faire. Je te remercie pour toute De même. cette présentation de ce qu'il advient dans cet univers-là, même si bon bah on a traité beaucoup de choses qui sont, on va dire, dans la lignée de Familier. l'histoire, ouais, de l'histoire traditionnelle aussi. Il n'y a pas énormément de choses qui ont varié. Si ce n'est que là, la guerre ne s'arrête pas et qu'on va avoir effectivement par la suite tout un ensemble d'événements très différents du coup. Et voilà. Bon bah écoute, merci pour tout. On se retrouve dans 2 semaines. Quel jour on est déjà? Mercredi. Donc vendredi, session 9 de Europa Universalis 4.
Dimanche, nous parlerons des grandes hérésies avec Hilaire Belloc. Et mercredi prochain, qu'est-ce que c'est mercredi prochain? Ça doit être une tier list. Ah, c'est les films historiques. Ouais, exact. Exact. Faut que je fasse un message. Ok, et bah écoute, merci pour tout. Je te souhaite une excellente soirée. Et puis, je te dis à dans 2 semaines. Et puis, voilà. Ok? Bonne soirée. Allez, bonne soirée à toi. Salut, mec. Salut.